Watch it. Notre invitée aujourd'hui est Chantal Jouanneau, ancienne secrétaire d'État à l'écologie, puis ministre des Sports jusqu'à son élection récente au Sénat. Bonjour Chantal Jouanneau. Vous avez été élue à la Chambre haute à la suite d'une élection historique pour le Sénat, puisque sous la Ve République, le Sénat a basculé à gauche. J'ai envie de vous poser cette question. Comment se sont passés vos premiers mois dans l'opposition sénatoriale? Pour moi, très bien, parce que c'est un travail absolument passionnant. Vous savez, le Sénat, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on peut aborder tous les sujets. Vraiment tous les sujets. Depuis que j'ai été élue, on a travaillé sur la loi de finances, on a travaillé sur la loi de finances sécurité sociale, qui est quand même aujourd'hui l'un des gros sujets en termes de réduction des déficits. On a travaillé sur la loi médicaments, vous savez, pour la sécurité sanitaire des médicaments. On a travaillé sur la justice pénale à l'égard du président de la République. Donc ça, c'est passionnant. Maintenant, moi, ayant été élue récemment, je ne connaissais pas l'ancienne situation. Donc je dois dire que pour moi, j'ai pas eu de choc. Ceci dit, il est vrai que pour mes collègues de droite qui ont basculé dans l'opposition, c'est un autre travail. Et il est vrai que pour beaucoup, il faut réapprendre, il faut argumenter, il faut apprendre à perdre. Donc le Sénat a une configuration radicalement différente de celle que moi j'ai pu connaître. Et à vos yeux, la gauche est-elle exemplaire dans ce nouveau rôle, dans cette petite majorité, si on peut la qualifier ainsi? Et je veux dire bêtement, de toute façon, dès lors qu'on est de l'autre côté, on vous dira toujours non, forcément. Même si le nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a dit très clairement qu'il ne souhaitait pas que le Sénat soit l'otage d'un parti. Nous, quand on est dans notre rôle d'opposition au Sénat, on trouve qu'il est devenu l'otage d'un parti. Ne serait-ce que parce que sur toutes les lois qui sont passées sont hautement symboliques. Il y a une loi qui revient sur la réforme territoriale, ils ont supprimé les exonérations de charges sur les heures supplémentaires, qui était une mesure phare de Nicolas Sarkozy. Ils ont voulu supprimer toute dérogation et rétablir l'interdiction de travail le dimanche, par exemple. Ils ont voulu rétablir les droits de succession. Donc tout ça, c'est vraiment, on le voit, c'est des mesures phares qui font passer aujourd'hui, parce qu'on est dans une période électorale. Donc le thème pour le calendrier fait que, moi je vous dirais automatiquement, en étant dans l'opposition, non, on ne trouve pas que c'est exemplaire, mais qu'aurait-on fait si nous avions été dans la majorité? Je n'en sais rien. En tant qu'élue féminine du Sénat, j'aimerais vous interpeller sur sa composition. Sur 348 sièges, il n'y a que 77 élues sénatrices, dont un recul de 3 sièges d'élues féminines. Oui. Ça ne vous interpelle pas? Si, ça m'interpelle. La parité en politique, c'est un de vos combats? L'un des principaux reculs se situe dans mon propre parti. Pour autant, Quel commentaire? Déjà, et ça risque de vous étonner, le Sénat est plus féminisé que l'Assemblée nationale. On est à un taux de féminisation de 27% grosso modo, et même il est beaucoup plus féminisé que le monde sportif, par exemple. Vous savez que sur 115 fédérations de sport, il n'y a que 7 femmes présidentes. On est dans une société où les femmes n'ont toujours pas trouvé leur place dans les instances dirigeantes. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence en politique, dans les entreprises, dans les médias. C'est une évidence à tous les niveaux. Donc la politique, malheureusement, elle est le reflet de cette réalité. Mais est-ce que vous vous battrez pour cette parité? Nicolas Sarkozy avait promis en 2007 une parité au gouvernement. Aujourd'hui, on n'a que 9 femmes pour 25 hommes. Moi, je me battrais sur un principe très simple, et je sais que ça fait grincer des dents, c'est que sans un minimum de quotas et sans des mesures qui ne sont pas simplement des amendes, mais des interdictions même de pouvoir présenter des candidats qui ne soient pas dans une parité absolue, on n'y arrivera pas. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans tous les milieux. Donc on est obligé d'en passer par ces mesures, à défaut de quoi on recule sur ces sujets. Au gouvernement, la question de la composition du gouvernement. C'est le premier qui, au-delà de la question du nombre, a placé des femmes à des postes qui étaient réservés à des hommes. Mais vraiment. Et pour avoir travaillé avec lui depuis 2002, j'ai jamais senti de moindre considération parce qu'on était une femme. Il avait choisi Emmanuel Mignot comme responsable de l'ensemble de son projet politique en 2007, une femme remarquable, pardon. On a mis Michel Marie à des postes qui étaient vraiment d'habitude des postes réservés à des hommes, et Christine Lagarde, qui aujourd'hui est quand même à des postes phares, notamment au FMI. Donc c'est vrai qu'au-delà de la question du nombre, qui est une vraie question, la question de la qualité des postes que l'on vous donne est extrêmement importante. C'est sûr. On connaît votre engagement aussi pour la capitale, pour Paris, pour les élections municipales de 2014.
En ce moment, il y a une querelle absolument incroyable à l'UMP, si on regarde ça de l'extérieur. Que vous inspire, disons, ces bisbilles entre Rachida Dati et le Premier ministre? Les bisbilles au sein de la droite en général. Parce que. Je vous interpelle plus dessus parce que c'est. Malheureusement, c'est pas nouveau. Malheureusement, depuis la perte de Paris et le départ de Jacques Chirac, les uns et les autres ne s'en sont jamais remis. Ce sont des querelles malheureusement historiques. C'est pas, je trouve que c'est pas positif parce qu'alors on a l'air de quoi aux yeux des Parisiens et des Parisiens. Je veux dire, on a l'air de personnes, on a l'air d'avoir des barons qui n'ont qu'une préoccupation, c'est de conserver leur poste. Et on n'est pas du tout sur le terrain des idées. Je veux dire, dans ce débat-là, est-ce qu'il y a eu des idées sur l'aménagement de la Seine et des Bois-sur-Berge? Zéro, rien du tout. Sur les transports, rien. Sur le logement étudiant, rien. Donc on n'est pas du tout sur le fond. Donc moi je me suis beaucoup éloignée de toutes ces querelles, de tous ces débats, parce que je pense que ça ne sert pas la droite. Et que moi je suis repartie dans un travail de sous-marin sur le terrain et sur le projet avec des personnes qui justement essayent, comme on l'avait fait pour les régionales d'ailleurs, il faut sortir de cette vision conservatrice qu'on a à droite. Je m'adresse maintenant à la sportive que vous êtes et à l'ancienne ministre des Sports. Vous avez sûrement lu la tribune qu'a fait Yannick Noah dans Le Monde au sujet du dopage. Il paraît que la France serait dans un déséquilibre vis-à-vis des autres fédérations sportives, par exemple espagnoles, qui, elles, autoriseraient officieusement la pratique du dopage. Est-ce que ça Aujourd'hui, on est dans une lutte anti-dopage qui vraiment progresse. Et laisser à penser que tous les grands sportifs sont dopés, je trouve ça terrible pour les grands sportifs, pour son propre fils, qui est un garçon qui est vraiment remarquable et qui est très sympa d'ailleurs. Je trouve ça terrible parce que ça laisse à penser que depuis Marie-George Buffet, on n'a rien fait, ce qui est faux. Ça a été la première à s'engager sur ce terrain-là. Et le Tour de France d'aujourd'hui est probablement l'une des compétitions les plus contrôlées qui soit. Donc c'est vraiment, je trouve, jeter l'opprobre sur l'ensemble du monde sportif de manière extrêmement facile. Certes, les Espagnols gagnent au tennis, par exemple. C'est vrai. Ils sont très bons. Et Rafael Nadal, ça fait des années qu'il gagne. Mais est-ce que nous qui gagnons au hand, qui gagnons en judo, qui gagnons en karaté, qui gagnons en natation, est-ce que pour autant on va dire que nos sportifs à nous sont dopés? Je crois pas. Et ils battent des Espagnols. Donc vous voyez, si on se préoccupe du tennis, peut-être que certains ou du vélo. Mais si ça se pratique à côté, si ça se pratique en Espagne. Est-ce que les allégations déjà de Yannick Noah sur la Fédération sportive espagnole, si c'était si simple et qu'en Espagne il y a une vraie tolérance à l'égard du dopage, pourquoi est-ce que leurs nageurs ne seraient pas meilleurs? Pourquoi est-ce que leurs athlètes ne seraient pas meilleurs? Pourquoi est-ce que leurs judokas ne seraient pas meilleurs? Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas 2 secondes la route. D'autant qu'il y a aujourd'hui une agence mondiale de lutte contre le dopage qui, au contraire, essaye d'éviter qu'il y ait des pays qui fassent cavalier seul. Donc c'est un peu facile de dire quand on perd que c'est à cause du dopage. Souvent quand on perd, c'est faute d'entraînement, c'est faute de rigueur, c'est parce qu'on n'a pas les meilleurs entraîneurs, c'est tout. On le voit. En plus, nous, honnêtement, on a une nation, je suis toujours un peu énervée quand on me parle de la France qui reculerait dans le sport. C'est vrai, si on regarde le tennis, aujourd'hui on a du mal à percer en tennis. Quand on regarde tous les autres sports, au contraire, on regagne même des médailles dans des sports dont on avait disparu. Donc loin de là, pas de légalisation de pratique du dopage? Jamais de la vie. D'accord. Alors là, franchement, c'est une considération... c'est antisportif comme valeur? C'est antisportif. Ça revient à concevoir le sport comme simplement un spectacle, comme simplement quelque chose sans valeur. Le sport, ici on a une politique du sport, c'est parce qu'il y a des valeurs derrière le sport. Et la première d'entre elles, c'est de montrer que l'on peut réussir par le travail et par l'effort. Très bien. On va passer à la deuxième partie. Timothée Prudhomme va vous interroger sur l'écologie nucléaire.